Rick Harrison a bâti ce qui semblait être un empire intouchable. Mais depuis quelques années, il se désagrège morceau par morceau. Le phénomène télévisuel qui a fait de lui un nom connu de tous Pawn Stars a discrètement disparu en 2025 sans aucune explication claire de la part de History Channel. Il n'y a pas eu d'adieu, pas de déclaration finale, juste le silence. À peu près au même moment, son propre fils Corey a publiquement rejeté l'émission en la qualifiant de fausse et de mise en scène, puis a choqué les fans en quittant complètement les États-Unis pour s'installer définitivement au Mexique. Comme si cela ne suffisait pas, la mère de Rick a ensuite intenté un procès, l'accusant d'avoir volé des millions de dollars alors qu'elle était inconsciente dans un lit d'hôpital. En l'espace de quelques années seulement, Rick a perdu son père, sa mère et son fils de différentes manières, émotionnellement et légalement. Aujourd'hui, alors que son héritage est remis en question et que ses finances sont sous pression, il va de l'avant avec un projet intitulé Pawn Stars 2.0. Les initiés de l'industrie murmurent toutefois qu'il s'agit moins d'une réinvention que d'une survie d'une dernière tentative pour éviter l'effondrement financier. Rick Harrison est né le 27 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, dans une famille déjà marquée par la discipline, la perte et la tension. Son père Richard Benjamin Harrison Jr. avait la structure rigide d'un homme de la marine, une personnalité construite sur l'ordre et le contrôle. Sa mère, Joanne Rue Harrison, s'efforçait de maintenir l'équilibre et le fonctionnement du foyer sous ce poids. Rick avait également une sœur aînée Sherry, dont la mort à l'âge de 6 ans a laissé une absence silencieuse qui n'a jamais vraiment guéri. La famille n'a pas beaucoup parlé de cette perte, mais elle s'est perpétuée dans tout ce qui a suivi. En 1967, alors que Rick n'a que 2 ans, son père est affecté à San Diego, ce qui oblige la famille à déménager une nouvelle fois. Ce déménagement marque le début d'une enfance marquée par l'instabilité. Les cartons sont faits et défaits sans cesse. De nouvelles écoles remplacent les anciennes avant que les amitiés ne prennent racine. Rick apprend très tôt qu'il ne peut pas compter sur la permanence. Au contraire, il s'adapte rapidement, devenant quelqu'un qui sait lire une pièce, ajuster son comportement et survivre aux changements sans se plaindre. Lorsque Rick a eu 8 ans, sa vie est devenue beaucoup plus difficile. C'est à ce moment-là qu'ont commencé ses crises d'épilepsie. Environ 1 fois par mois, sans avertissement, il perdait le contrôle de son corps. La douleur était si intense qu'il restait parfois au lit pendant des jours, les muscles endoloris et l'énergie épuisée. Alors que d'autres enfants jouaient dehors, se faisaient des amis et passaient des après-midi insouciants. Rick restait allongé dans des pièces sombres à essayer de récupérer. À chaque épisode, le temps passait tout comme les occasions de se sentir normal. Pourtant, ces longues heures d'isolement ont donné naissance à quelque chose d'inattendu. Rick s'est mis à lire. Au début, il s'agissait simplement d'un moyen de passer le temps, mais cela est vite devenu une obsession. Un livre en entraînant un autre, la lecture s'est peu à peu transformé en son monde entier. Il a dit plus tard que les livres lui avaient sauvé la vie, non pas parce qu'ils le distrayaient, mais parce qu'ils donnaient à son esprit quelque chose à quoi se raccrocher lorsque son corps le trahissait. Les histoires remplissaient le silence, le gardaient vif, et lui offraient un sentiment de contrôle qu'il n'avait pas ailleurs. Au cours de ces années, il a découvert une série de livres intitulés The Great Brain. Il y avait 10 livres, et Rick les a tous dévorés. Le personnage principal, Tom Fitzgerald, était un garçon intelligent de l'Utah qui trouvait toujours un moyen de surpasser les gens autour de lui. Tom voyait des opportunités là où les autres voyaient des limites, et Rick s'est reconnu dans cet état d'esprit. Il a admiré la capacité du personnage à transformer les mauvaises situations en avantages, à se démener sans perdre conscience des conséquences. Ces histoires ont profondément ancré Rick dans son esprit. Il a commencé à penser à l'argent, aux transactions, à l'effet de levier et à la stratégie bien avant que la plupart des enfants ne comprennent ce que ces mots signifient. Il a appris à considérer les problèmes comme des énigmes plutôt que comme des impasses. Dans une enfance marquée par la maladie et l'incertitude, ces leçons lui ont donné une orientation et de l'ambition. Il n'en reste pas moins un adolescent en proie à la frustration et à la douleur, et à l'âge de 14 ans, Rick commence à fumer de la marijuana. Cela lui procure un bref soulagement, une échappatoire temporaire au stress et aux limitations physiques. Ses parents le remarquent rapidement et l'envoient en cure de désintoxication la même année.
Là, il assiste à des séances de conseils quotidiennes au cours desquelles des adultes le mettent en garde contre les conséquences de ses choix. Ces journées ont été inconfortables et humiliantes, mais elles ont forcé Rick à se confronter honnêtement à lui-même. Pour la première fois, il a commencé à comprendre que chaque décision avait un poids et que chaque raccourci avait un prix. La discipline a cessé d'être perçue comme une punition et a commencé à être ressentie comme une nécessité. L'école est restée un autre combat. À cause de ces crises, Rick manquait tellement de jours qu'il lui était impossible de les rattraper. En 9e ou 10e année, il s'est rendu compte que le système n'était pas fait pour quelqu'un comme lui. Les écoles de la fin des années 1970 offraient peu de soutien aux élèves souffrant de maladies chroniques. Il a donc quitté l'école, non pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce que la vie l'avait déjà poussé sur une autre voie. Et une fois parti, il s'est engagé à fond dans cette voie. Au début des années 1980, Rick vit à Las Vegas et fait de l'escroquerie dans les marchés d'échange. C'est là qu'il devient le premier adolescent de la ville à vendre de faux sacs à main Gucci. Il les achète dans le quartier chinois de New York pour une dizaine de dollars et les revend pour près de 100. Certains week-ends, il gagne 2000 dollars, une somme qui semble irréelle pour quelqu'un de son âge. Il aime le plaisir de transformer presque rien en profit et il apprend rapidement une autre leçon partout où il y a de l'argent, il y a de la concurrence. Lorsque des importations moins chères ont inondé le marché et que ses bénéfices se sont effondrés, Rick n'a pas abandonné. Au contraire, il a pivoté. Il s'est rendu au Garment District de Los Angeles et a trouvé une autre opportunité cette fois en vendant des contrefaçons de jeans Jordache. Il les achetait pour environ 15 dollars et les revendait pour 40 ou 50. L'argent a recommencé à couler. Cette capacité à s'adapter et à changer de direction sans hésitation est devenue un élément déterminant de son identité. À la même époque, la vie prend un tournant décisif. Kim, la petite amie de Rick, tombe enceinte alors qu'il a 17 ans. Après un premier chagrin d'amour, leur fils Corey naît le 27,1983, quelques jours seulement après que Rick a eu 18 ans. Rick choisit d'épouser Kim et à Las Vegas, leur jeune mariage fait parler de lui. 2 ans plus tard, ils accueillent un autre fils, Adam. Mais la pression liée à l'éducation d'enfants si jeunes combinée à l'activité incessante de Rick a mis leur relation à rude épreuve. À 1985, le mariage a pris fin et Rick a obtenu la garde des 2 garçons. Cette responsabilité a renforcé sa détermination. Désormais, chaque risque qu'il prenait pesait doublement. C'est alors que survient l'effondrement qui va tout changer pour la famille Harrison. En avril 1981, un krach immobilier dans le Kentucky anéantit entièrement les finances de ses parents. Il ne leur reste que 5 000 dollars pour couvrir les frais de déménagement, le loyer, la nourriture et un avenir incertain. N'ayant pas d'autre choix, ils se rendent à Las Vegas, espérant que la ville leur donnera une dernière chance. À l'époque, Las Vegas n'avait rien de la destination touristique raffinée qu'elle allait devenir. La ville était rude brute et impitoyable. Les Harrison sont arrivés sans connaître personne. En quelques semaines, ils ont ouvert un petit magasin de pièces d'or et d'argent d'une superficie d'à peine 300 mètres carrés. Rick y travaillait le jour et reprenait des voitures la nuit. Certains jours, ils avaient du mal à gagner ne serait-ce que 100 dollars. Pourtant, ils se présentaient tous les matins. Il reste un dernier obstacle. La loi de Las Vegas stipule qu'aucune nouvelle licence de prêteur sur gage ne peut être délivrée tant que la population de la ville n'a pas atteint 250 000 habitants. En 1981, elle était à peine à 25 000 habitants. Les fonctionnaires de la ville pensaient que ce cap n'était pas franchi avant des décennies. Rick a refusé de l'accepter. Chaque semaine pendant 8 ans, il a appelé le statisticien de la ville pour vérifier le nombre d'habitants. Il a attendu surveillé et s'est préparé. En avril 1989, la population a finalement atteint 250 000. Rick s'est précipité à la mairie et a obtenu la licence. Ce moment unique n'a pas seulement changé son entreprise, il a changé sa vie pour toujours. Le même mois, le prêteur sur gage d'or et d'argent ouvre ses portes au 713 Las Vegas Boulevard. Il est encore petit, mais il est à eux. Dès la première année, le magasin fait des bénéfices. Au milieu des années 1990, il est devenu un point de repère local, une transaction à la fois. Au fil des ans, les chiffres ont augmenté. Au bout de 2005, le magasin prêtait environ 3 millions de dollars par an. Le prêt moyen se situait entre 75 et 50, Leur revenu d'intérêt atteignait environ 700 000 dollars par an.
Il traitait des milliers d'affaires, touchant à tout des bijoux cassés aux objets de collection rares. Il s'agit d'une ascension incroyable depuis l'époque où la famille est arrivée à Las Vegas avec seulement 5 000 $ et un besoin désespéré de reconstruire. Rick Harrison a passé des années à essayer de changer la façon dont les gens voient les prêteurs sur gage. Il voulait les éloigner de l'image de ruelles sombres qui faisait penser à des problèmes plutôt qu'à du commerce. À l'époque de 2003, il a fait une brève apparition dans Insomniac avec Dave Attell et cette petite exposition a donné une étincelle à l'atelier. Il s'est accroché à cette étincelle et a continué à pousser. Il a rendu visite à des sociétés de production, encore et encore, expliquant qu'il voulait une histoire de famille enveloppée dans une véritable entreprise. Il a imaginé quelque chose d'honnête et de divertissant à la fois. Le premier nom qu'il a choisi était Pawning History, mais quelqu'un de Left Field Pictures l'a regardé et a suggéré quelque chose de plus court. Pawn Stars se sentait vif et accrocheur, et le petit jeu de mots a fait sourire les gens. Après avoir frappé aux portes pendant des années, la chaîne History Channel a finalement accepté. Et le 19,2009 juillet, l'émission a été diffusée pour la première fois. Ce moment a tout changé pour Rick. Sa persévérance n'a pas seulement permis à un spectacle de voir le jour, elle a aussi changé la façon dont des millions de personnes voyaient son industrie. Le spectacle s'est rapidement installé. La première a eu lieu le 19 juillet 2009, et a grimpé dans les classements comme si elle était faite pour cela. En janvier 2011, un épisode a attiré 7 millions de téléspectateurs, ce qui a fait de lui le programme le plus regardé de History Channel à l'époque. La même année, il est devenu la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée en Amérique, avec 7,6 millions de téléspectateurs par épisode, juste derrière Jersey Shore. Les téléspectateurs ont adoré le mélange d'histoire d'humour et de tension familiale. Ce mélange a fait connaître la série dans le monde entier. Bientôt, elle a été diffusée dans plus de 150 pays et dans 38 langues. C'est devenu une vague culturelle plus qu'une simple série. Une fois que la série a pris feu, le prêteur sur gage d'or et d'argent a changé lui aussi. Avant Pawn Stars, le magasin voyait peut-être 70 à 100 personnes par jour. En 2010, ce nombre est passé à plus de 1000 chaque jour. En 2013, il a atteint plus de 5000. Il est devenu une étape à Las Vegas pour les touristes qui voulaient un petit morceau du spectacle qu'ils regardaient à la maison. Pour faire face à l'affluence, Rick ouvre la même année un comptoir de prêt sur gage express. Il embauche près de 30 nouveaux employés et dépense 400 000 $ pour améliorer la salle d'exposition jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 15 000 pieds carrés. Même avec tout cet espace, les règles de tournage obligent les acteurs principaux à ne travailler au comptoir que lorsque les caméras sont éteintes, car les clients ont besoin d'être à l'abri des regards indiscrets. Pourtant, la boutique a continué de fonctionner et les gens sont venus nombreux. L'alchimie de la troupe a permis au spectacle de respirer. 3 générations se sont succédées derrière le comptoir et chacune a apporté une énergie différente. Richard Harrison, connu de tous sous le nom de The Old Man, a veillé au grain jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 2017, Rick est devenu le centre du magasin puisqu'il y travaille depuis l'âge de 13, Corey, connu sous le nom de Big Hoss, a commencé à l'âge de 9 ans et a ensuite pris le rôle de gérant. Austin Russell, l'ami que tout le monde appelait Chumlee, a rejoint l'émission quand il avait 21 ans et a apporté les blagues et les moments de folie qui ont adouci les arguments les plus tranchants. Les affrontements lents entre Rick et Corey et les taquineries visant Chumlee semblaient réels, parce qu'ils provenaient d'une histoire réelle. Cette connexion a gardé les téléspectateurs accrochés pendant plus d'une décennie. Rick ne s'est pas contenté de gagner de l'argent grâce aux caméras. Il a fait certaines de ses plus grosses affaires dans l'émission. L'un des moments les plus fous s'est produit lorsqu'il a payé 250 000 $ pour 12 dessins originaux du livre « Where the Wild Things Are » de Maurice Sendak. Les dessins du mid-1960 étaient des œuvres rares et puissantes de la littérature enfantine. Rick a eu l'air choqué en les achetant et a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il le faisait. Malgré cela, il savait à quel point cet art avait de la valeur. Un autre achat massif a eu lieu avec une collection d'argent pesant 3372 onces. Rick l'a acheté pour 111 000 $. Il a expliqué lors de l'émission que l'argent ne se contente pas d'être joli. Il traverse les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs, parce qu'il est le meilleur conducteur d'électricité. L'argent se situant entre 23 et 30 $,
L'once la collection avait à la fois une valeur métallique et une demande industrielle. Puis vint la Lincoln Roadster 1932 pour 95 000 $. Seuls 112 de ces véhicules ont été fabriqués. Ce modèle était un joyau de son époque et pouvait atteindre environ 170 000 $ lors d'une vente aux enchères. Rick savait exactement ce qu'il avait sous les yeux. Il a vu l'ingénierie, la rareté et le prix futur. Il a également acheté une guitare Les Paul pour 90 000 $ qui a appartenu à Mary Ford, la femme de Les Paul. L'histoire qui se cache derrière l'objet lui donne plus de valeur qu'une guitare vintage ordinaire, car elle est directement liée à l'un des pionniers de la musique. Rick la considère comme un morceau d'histoire vivante. Un objet qu'il n'a pas pu ramener à la maison est le Robosaurus. Il mesurait 4-5 pieds de haut, pesait 31 tonnes et crachait du feu comme un monstre de métal. Le prix était de 1 million de $. Corey a plaisanté en disant que c'était un peu en dehors de son budget. Il s'agissait plus d'un spectacle que d'un produit, mais le voir dans l'émission est devenu l'un de ces moments que les gens n'oublient jamais. Loin de la salle d'exposition et des caméras, la vie personnelle de Rick a évolué au fil d'une longue série de mariages. Son premier mariage a eu lieu avec Kim Harrison en 1982, il n'était que 17, Elle était enceinte de Corey et leur deuxième fils Adam est arrivé en 1983, Ils ont divorcé en 1985 parce qu'ils étaient trop jeunes et mal préparés. Kim a déclaré plus tard que Rick faisait passer son travail avant sa vie de famille et que les deux s'étaient éloignés l'un de l'autre jusqu'à ne plus se parler. Leur fils Adam est mort en janvier 2024 à l'âge de 39 ans d'une overdose de fentanyl. Rick a par la suite mis en garde publiquement contre la crise des opioïdes. Il s'est marié en seconde noces avec Tracy Harrison en 1986 et a vécu jusqu'à 2011, Ils ont eu un fils ensemble, Jake. Tracy est restée discrète, mais les archives montrent que le couple s'est éloigné au fil du temps. Rick était toujours en train de filmer ou de s'occuper du magasin, et cette distance est devenue trop grande. Ils ont divorcé discrètement sans dispute ni drame. Jake est resté proche d'eux deux et s'est construit sa propre place dans la série. Rick s'est remarié en 2013, avec Diana Burdett. Ils se sont mariés à Laguna Beach sous la présidence de Danny Cocker. Par ce mariage, Rick est devenu le beau-père des 3 filles de Diana, Serena, Tiana et Marissa. Ils sont restés ensemble jusqu'à ce que 2020, Les documents judiciaires indiquent que leurs goûts et leurs opinions se sont tellement éloignés qu'ils n'ont pas pu rester mariés. Ils ont tout réglé en privé. Rick a déclaré plus tard à TMZ que la séparation était mutuelle. Il est resté en contact avec ses filles, même après le divorce. Son 4e mariage a eu lieu en 2021 avec Amanda Palmer, mais il n'a duré que jusqu'à 2023, Il y a peu de détails, très peu de publicité et aucun conflit public. Le mariage s'est fait discrètement et s'est terminé en moins de 2 ans. Puis en mars 2025, Rick a annoncé quelque chose de nouveau. Il était fiancé à Angie Polushkin, une infirmière diplômée de Las Vegas. Il a déclaré qu'ils s'entendaient bien et qu'ils ne s'étaient jamais disputés. Ils ont commencé à se fréquenter au début des années 2024, Il a fait sa demande dans un vignoble de Casablanca au Chili avec une bague en forme de poire de 6,5 carats provenant de son propre prêteur sur gage. Il a également déclaré qu'il n'était pas sûr de vouloir signer un contrat de mariage, même s'il en avait omis un dans tous ses mariages précédents. Il pensait que le mariage devait durer pour toujours, même s'il admettait que parfois les choses s'effondraient. Ses fiançailles ont eu lieu peu de temps après la perte de son fils Adam. Elles ont marqué un étrange mélange de déchirement et d'espoir dans sa vie. Le mars 9, 2016, Le rythme tranquille d'une journée normale à Las Vegas s'est interrompu lorsque la police est arrivée au domicile de Chumlee avec un mandat lié à une allégation d'agression sexuelle faite par une employée du magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a tout bouleversé. Une pièce après l'autre contenait des objets qui n'auraient pas dû se trouver là. Les agents ont découvert 12 armes à feu dissimulées dans la maison, un mélange d'armes de poing, de revolvers, de carabines et de fusils de chasse, dont certains étaient encore chargés. Ils ont également trouvé de la marijuana, de la méthamphétamine, de l'attirail de drogue et des piles de munitions. La plupart de ces objets étaient enfermés dans un coffre-fort situé au rez-de-chaussée. De petites quantités de drogue et des vêtements étaient toutefois éparpillés dans d'autres pièces.
Chumlee a déclaré plus tard que tout était destiné à son usage personnel. Mais la loi était claire, toute personne consommant des substances contrôlées ne pouvait légalement posséder d'armes à feu. Les agents ont donc tout saisi. Ils ont même obtenu un mandat pour un prélèvement sanguin, estimant que ce qui s'était passé au cours de l'incident présumé pouvait avoir été influencé par la consommation de drogue. Une fois le raid terminé, la tempête juridique a commencé. Chumlee a soudain été accusé de 20 délits graves, notamment de possession de drogue et d'armes. Il a passé une nuit en prison avant de verser une caution de 62 000 $. Son avocat Chesnoff a tenté de répliquer en arguant que la fouille était illégale, mais le poids des preuves était lourd. En mai 2016, Chumlee a réalisé que le seul moyen d'éviter la prison était d'accepter un accord de plaidoyer. Il a accepté de plaider coupable à une accusation de crime d'armes et à une accusation de délit de tentative de possession de drogue. Le tribunal l'a condamné à 3 ans de mise à l'épreuve, à des conseils et à la remise de tout ce qui avait été saisi lors du raid. S'il restait abstinent jusqu'à 2019, l'infraction disparaîtrait de son casier judiciaire, ne laissant qu'un délit. S'il dérapait, ne serait-ce qu'une fois, il risquait jusqu'à 5 ans de prison d'État. Pendant tout ce temps, la chaîne History Channel est restée silencieuse. Pawn Stars a continué à être diffusée sans rien dire. Les initiés de l'industrie ont murmuré que la chaîne prenait ses distances pour protéger la marque. Même si la plainte pour agression sexuelle a été abandonnée, le nombre de chefs d'accusation a rendu la situation trop risquée pour être commentée publiquement. Chumlee a disparu des événements et des interviews pendant des mois, et les fans ont remarqué ce silence soudain. La chaîne a simplement continué à filmer. La série est passée à autre chose pendant que l'une de ses vedettes vivait les retombées hors de l'écran. Richard Harrison, connu par des millions de personnes comme le Vieux, est décédé le 25,2018, à l'âge de 77, après un long combat contre la maladie de Parkinson. Les téléspectateurs l'ont vu s'affaiblir au fil des ans, sa voix se faire plus douce, ses mouvements plus lents. Rick a annoncé la nouvelle avec un message qui a touché tout le monde. Il a écrit qu'il avait perdu un ami, un père, un professeur, et bien plus encore. La chaîne History Channel a rendu son propre hommage, le remerciant pour la sagesse et le charme qui ont contribué à faire d'un petit prêteur sur gage un lieu célèbre de Las Vegas. Il a passé ses dernières années chez lui entouré de sa famille, et lorsque l'émission est revenue après sa mort, la tristesse planait dans l'air. Rick a essayé de s'en sortir, mais les téléspectateurs pouvaient voir le chagrin en lui, d'autant plus qu'ils travaillaient ensemble depuis 1989, Un an avant sa mort, Richard a pris une décision surprenante qui a choqué ses fans. Dans 2017, il a mis à jour son testament et a laissé de côté son plus jeune fils Christopher. Le document indique clairement qu'il aimait Christopher, mais qu'il avait délibérément choisi de ne pas subvenir à ses besoins. Aucune raison n'a été donnée. Rick, qui a servi d'exécuteur testamentaire, a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire privée. Certains ont émis l'hypothèse que Christopher était déjà financièrement stable, tandis que d'autres pensaient qu'il y avait une distance de longue date entre eux. Joseph et Joanne ont été nommés bénéficiaires. Cette mise à jour a suscité de nombreuses questions, d'autant plus qu'elle a été effectuée si près de la dernière année de Richard. La tourmente familiale s'est encore aggravée en 2022. Joanne Harrison, la mère de Rick, a intenté une action en justice accusant ce dernier de l'avoir convaincu de céder sa participation de 51% dans le mont-de-piété alors qu'elle était à l'hôpital des années auparavant. La plainte indique qu'elle était dans le coma à l'hôpital Valley depuis environ 2000 ou 2001 et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle signait. Elle affirme qu'elle n'a jamais reçu une comptabilité appropriée de ses capitaux propres, de ses liquidités ou de ses actifs en argent. Elle a également évoqué un mystérieux prêt de 3 millions de dollars qui, selon elle, aurait été contracté en utilisant sa garantie. Son dossier brosse le tableau douloureux d'une famille aux prises avec la confiance, le chagrin et de vieilles blessures après la mort de Richard. La tragédie s'est ensuite aggravée. Le 19,2024, janvier. Adam, le fils de Rick, a été retrouvé sans réaction dans une maison d'hôte de Las Vegas où il vivait après un récent séjour en prison. Il n'avait que 39, Le coroner du comté de Clark a déterminé que la cause du décès était une intoxication accidentelle au fentanyl et à la méthamphétamine. Les deux substances ont été trouvées à des niveaux mortels.
Adam a lutté contre la dépendance pendant des années, entrant et sortant de désintoxication, alors que Rick essayait de le ramener sur des bases solides. Mais la rechute revenait sans cesse, et à la fin, il était coincé dans un cycle qu'il ne pouvait pas briser. Sa mort a provoqué une vague de chagrin et a poussé sa famille sous les feux de la rampe, alors que la nation s'intéressait à l'aggravation de la crise du fentanyl. Rick a parlé ouvertement de ce que cette perte lui avait fait subir. Il a dit qu'il n'y avait rien de pire que de perdre un enfant. Il a parlé de placer Adam en cure de désintoxication à plusieurs reprises. Chaque fois, il en est ressorti sobre pendant un petit moment. Puis, il a de nouveau glissé. Rick a déclaré qu'il n'avait jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Son honnêteté a touché les personnes qui avaient vécu la même douleur. De nombreux parents ont vu leur propre histoire dans ses paroles. Les interviews sont devenues un rappel silencieux de la façon dont la dépendance peut vider une famille de l'intérieur. Après la mort d'Adam, Rick a assumé un nouveau rôle. Il a commencé à s'exprimer sur la crise du fentanyl, appelant à un renforcement des contrôles aux frontières et à des sanctions plus sévères pour toute personne vendant cette drogue. Il a déclaré que le fentanyl traversait les frontières, presque sans résistance, et que le pays devait faire mieux. Il a même déclaré que toute personne prise en train de vendre du fentanyl devrait être condamnée à la prison à vie parce qu'elle propageait du poison. Il a fait l'éloge de ce qu'il considérait comme une application réussie de la législation sur les frontières sous l'administration précédente, affirmant que les passages avaient déjà chuté de 98%. Sa voix a alimenté un débat national, croissant le poussant à participer à des conversations politiques auxquelles il n'avait jamais pris part auparavant. Puis en février 2025, un autre changement s'est produit. Après 16 ans et 23 saisons, Pawn Stars s'est arrêté pour une durée indéterminée. Le contrat avec History Channel a expiré et aucune discussion n'a eu lieu pour le renouveler. Rick a annoncé que la série n'avait plus de contrat actif et qu'il n'était pas prévu de la tourner à nouveau. Les fans du monde entier ont été stupéfaits. La dernière saison a été diffusée jusqu'en avril 2025. Soudain, la série de longue haleine qui avait marqué l'histoire de la télé-réalité s'est tout simplement arrêtée. Personne ne pouvait dire pour combien de temps ou si elle reviendrait un jour. Des mois plus tard, Corey Harrison a ajouté un autre rebondissement. Après la fin du tournage en juin 2025, il a annoncé qu'il déménageait à Tulum au Mexique et qu'il ne reviendrait pas dans l'émission. Il a déclaré qu'ils avaient tous joué des personnages et qu'il estimait qu'il était temps de ne plus en jouer un. À Tulum, il a mené une vie plus tranquille et a commencé à explorer l'idée d'ouvrir un restaurant de grillades. Son départ a fait disparaître l'un des visages familiers de l'émission et a rendu l'avenir encore plus incertain. Rick n'a cependant pas cessé de rêver. Il a commencé à présenter une nouvelle version qu'il a appelée Pawn Stars 2.0. Il a parlé à plusieurs chaînes, y compris HBO. Rien n'a été confirmé, mais il a gardé espoir. Il voulait reconstruire la marque avec un nouveau concept et peut-être un nouveau casting. Pour les fans de longue date même, cette possibilité ressemblait à une étincelle d'espoir. En 2025, la valeur nette de Rick se situait autour de 8 à 9 millions de dollars. Il l'a construit grâce à l'immobilier, aux restaurants, aux marchandises, aux apparitions lors d'événements et bien sûr aux magasins qui attirent encore des milliers de visiteurs chaque année. Certains événements lui ont rapporté plus de 1 000 $ par apparition. Son livre « License to Pawn » est devenu un best-seller. L'empire commercial qu'il a bâti a montré jusqu'où il pouvait aller, même après des vagues de pertes et de controverses. Pourtant, les dernières années ont pesé lourdement sur lui. Sa mère Joanne est décédée en 2024 à l'âge de 85 ans. Avant cela, il a perdu son père puis son fils. Il a également dû faire face au procès lié à la succession de sa mère. La douleur s'est accumulée tranquillement une perte après l'autre. Pourtant, il a continué à avancer, essayant de concilier le chagrin et les responsabilités, portant l'héritage familial, alors que tant de choses changeaient autour de lui.